Quand je démarrais mon cours dans le master administration internationale de projets territoriaux, j'avais l'habitude de dire aux étudiants la première phrase, si vous êtes ici, c'est pour partager la passion des territoires. Et j'avais dit ça, pas comme j'aurais dit autre chose, mais parce que je le pensais. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que c'était juste cette phrase qui au départ faisait le déclic de bonne volonté. Alors je ne sais pas hier si de territoire il faut parler d'espace ou je ne sais pas ce genre de choses. Tout ce que je sais, c'est que nous essayons de faire partager cette passion des territoires et j'espère que pour les étudiants qui sont là, ça sera pour eux une incitation à rentrer dans ce centre d'intérêt. Alors, nous avons eu 4 tables rondes. Mobilité, travail, identité, et puis la 4e, créativité, voilà. Et là, nous allons passer à métropolisation et territoire périphérique. Alors on va être très simple, comme on a du retard, on va synthétiser. Il y a 2 courants de pensée. Il y a ceux qui pensent que la métropole se résume à la zone dense, celle qui est très habitée. Et il y a ceux qui pensent que la zone dense ne peut pas vivre sans la zone diffuse, qui lui permet de respirer et de s'alimenter. Voilà. Et donc le débat, il est là. Et évidemment, toujours avec les positions qui sont intermédiaires. Évidemment. Et simplement pour rappeler ceci, métropole, ça vient de mater, la mer, polis, la ville. Donc la métropole, c'est la ville mère, avec accent grave RE, celle qui protège, éduque, nourrit. Voilà. Évidemment, dans cette définition, j'ai l'impression que l'une des 2 écoles prend le dessus sur l'autre. Voilà, bref. Nous n'avons pas de rapporteur, nous n'avons pas de grands témoins, mais nous avons des contributeurs. Et je vais donc passer tout de suite... C'est clair ce que j'ai dit là sur la définition, hein? C'est clair ce que j'ai dit? Ouais. Ça vous va? Oui, c'est bon. Alors on continue. Et je vais donc passer tout de suite la parole. Alors, faut que à Anna-Maria Pop. Alors c'était un sujet de... voilà, au niveau de l'utilisation du programme européen LEADER pour les zones rurales. Et on va dans plusieurs communications, vous les avez eues, vous, les participants à ce colloque, vous avez vu plusieurs fois intervenir ce programme européen LEADER. Oui. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir accès aussi aux slides ou non? Alors, là, c'est monsieur Diver. Oh, ok. Voilà, c'est lui qui... Parce qu'il n'y a que lui qui peut manier son ordinateur. Ok, bon, pas de problème. Ça, nous ne sommes rien. Hein. Ok. Nous ne sommes que des servants. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation adressée par cette structure qui se propose de reterritorialiser le territoire ou d'autres ou toutes sortes d'espaces. La présentation que je vais faire est conduite par mes collègues de Timișoara. C'est un centre universitaire de la Roumanie qui est ancré sur des problèmes en ce qui concerne toutes sortes de solutions ou des recommandations pour intervenir dans les plans d'aménagement du territoire. L'intervention est adressée sur l'initiative communautaire par le programme LEADER. C'est un programme qui a été inscrit aussi dans notre pays à partir de la première période d'absorption du Fonds européen en 2008. Et c'est un programme qui est dédié surtout pour les milieux ruraux. On fait cette initiative qui s'inscrit bien sûr dans toutes les politiques européennes à partir de la politique agricole commune qui met l'accent sur le développement rural en créant de partenariat public-privé à l'aide
la mise en réseau de certains acteurs locaux qui s'inscrivent surtout dans ces milieux résidentiels. En fait, sur un autre plan, à côté de cette politique agricole commune, il y a deux réseaux. La plus importante, c'est celle qui veut être une plateforme de discussion entre toutes sortes d'acteurs. Il s'agit du réseau européen de développement rural. Et sur un autre plan, l'action au niveau européen se déroule par le programme LEADER. C'est un programme qui est spécifique pour tous les États membres de l'Union européenne, mais au présent, il y a presque plus de 2500 groupes d'action locaux au niveau de pays membres de l'Union européenne. Bon, sur en ce qui concerne, si je peux passer, oui, l'approche LEADER dans toutes les politiques ou toutes les documentations européennes insiste sur cette caractéristique principale à partir de la création des stratégies locales de développement, qui est le document programmatique pour chaque type de groupe d'action locale. Ensuite, elle insiste sur une approche ascendante, donc la démarche d'intervention, c'est du bas en haut, pas de l'État jusqu'au niveau local. Ensuite, on insiste sur la création de partenariats publics-privés, et ce sont surtout les groupes d'action locaux comme associations intercommunautaires qui peuvent réaliser l'implémentation de ce type de stratégie. L'accent est mis surtout dans la actuelle période d'absorption sur l'innovation et comment peuvent apporter de l'innovation dans ces milieux ruraux. Ensuite, on met accent sur la spécificité de chaque territoire et d'essayer de venir avec des recommandations concrètes pour certaines communautés, mais en tenant compte de leur spécificité. Donc, si on a un territoire qui est plutôt spécialisé sur le déploiement de certaines activités traditionnelles, on va insister sur la création de solutions qui mettent en évidence, par exemple, un certain type d'agriculture, par exemple. Une autre caractéristique spécifique de ce programme, c'est celle qui met l'accent sur la coopération, qui est pratiquement le principal principe du fonctionnement du programme. Et ensuite, et pas dernièrement, la mise en réseau de ces partenariats. Merci. En ce qui concerne le cas du pays d'où on vient, donc la Roumanie, la période de consolidation de ce programme a été rendue pour les années 2010-2015. C'est une période où on a essayé d'implémenter la politique agricole commune par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, un ministère qui, au présent, est en cours de restructuration et change un peu la dénomination. Les bénéficiaires sont surtout le groupe d'action locaux, en insistant bien sûr sur la création de certains partenariats publics-privés. Et bon, c'est une association volontaire des communes. Elles ne sont pas des structures légiférées. Elles n'ont pas une acceptation d'une unité territoriale administrative, par exemple. Bon, les documents de fonctionnement de tous ces groupes d'action locale, c'est, comme j'ai déjà dit antérieurement, c'est la stratégie de développement local. Et en antithèse, par exemple, avec d'autres pays européens, en ce qui concerne la Roumanie, il n'y a pas une
programme de financement qui est dédié surtout pour les groupes d'action locaux. Toute l'absorption de fonds européens s'est faite à l'aide d'un mécanisme de financement complémentaire. Il s'agit des plans de développement rural qui a des objectifs distincts pour assurer le développement rural. On observe même de la présentation affichée le fait que dans la période actuelle d'accéder aux fonds européens, l'objectif est mis surtout sur l'innovation et sur la coopération. Ce sont en fait des objectifs qui ont été mieux accédés à la période antérieure. Bon, sur les suivantes slides, on peut déjà voir qu'initialement, au niveau de la Roumanie, on a essayé de se proposer comme association communautaire environ 130 groupes d'action locaux, mais en réalité, quand on a essayé de les créer et de leur donner une structure d'implémentation, en 2010, on avait 163 structures qui sont fonctionnelles. La différence est donnée justement du fait que les limites de ces associations intercommunautaires sont plus fragmentées. Donc, on a essayé de créer des structures qui n'ont pas une extension très élargie. Et dans la période actuelle, on a essayé déjà de multiplier la création de ce type d'actions de groupes locaux en mettant l'accent sur un autre axe qui est dédié au milieu rural par l'implémentation de certains groupes d'actions locaux qui impliquent également les villes. Bon, sur l'autre slide, on peut voir en ce qui concerne l'efficience et la performance de Ségal que dans la période d'absorption antérieure de celle présente, il y avait environ 8000 projets financés. Et la plupart de ces projets étaient ancrés sur la création d'une stratégie de développement local qui était en fait leur document programmatique. Donc, en vertu de l'existence de cette stratégie, on peut parler d'une implémentation de certains projets spécifiques pour chaque GAL. Et on voit également le fait que l'absorption la plus faible est dédiée aux projets qui étaient ancrés sur la création de partenariats ou sur la coopération. Mais en fait, c'est justement l'approche qui doit être plus efficiente ou plus efficace en ce qui concerne ces programmes. À l'heure actuelle, inclusivement, les budgets est réduit pour toutes sortes de structures. Et on peut voir aussi que le sur-mesure de ces programmes exclut les projets qui sont ancrés sur la création de stratégies de développement local et sont plus ancrés sur la création de projets qui peuvent implémenter certaines mesures qui sont déjà incluses dans ces documents programmatiques ou qui promouvent la stratégie par des actions d'animation ou même si on essaye d'encourager la création ou la mise en réseau de partenariats créés. À côté de ces mesures qui sont spécifiques par les programmes LEADER, il y a d'autres mécanismes financiers où ce type de
groupes d'action peuvent accéder. Il s'agit par exemple, d'Erasmus+, en ce qui concerne la formation des entrepreneurs qui sont inscrits dans ce type d'initiative communautaire, jusqu'à POCU, Horizon 2020, ou même si on a essayé de mettre l'accent sur les supports pour la constitution et les fonctionnements des groupes opérationnels. Et c'est un axe où on a essayé de mettre l'accent de plus en plus sur l'innovation. Sur le dernier slide, on a essayé sur le suivant slide, on a essayé de mettre comme étude des cas un GAL qui est situé à la périphérie d'une zone métropolitaine de Cluj-Napoca, de la ville Cluj-Napoca. Il s'agit de GAL Napoca Porolisum, une association créée par 13 unités administratives territoriales et une ville, il s'agit de Huedin. C'est un groupe d'action locale qui fonctionne depuis 2011, qui a sa propre stratégie de développement. Et au moment actuel, ils ont essayé d'insister plus sur la création de certains partenariats entre les unités de recherche ou d'enseignement, également certains agents économiques. En ce qui concerne leur collaboration avec le milieu universitaire, ils essayent de venir avec des solutions concrètes pour implémenter des recommandations pour augmenter l'innovation dans cette communauté. Sur le suivant slide, on peut voir que parmi les projets qui ont déjà été accédés par cette structure, on a une diversité de bénéficiaires à partir de la communauté locale proprement dit jusqu'aux étudiants ou jusqu'au personnel qui est déjà ancré dans cette structure, jusqu'au personnel de l'administration publique ou même à d'autres entrepreneurs locaux. Par exemple, on mentionne comme projet des projets qui mettent l'accent sur la coopération ou sur l'encouragement de certains volontariats ou internships, ou même si on met l'accent sur certains projets qui mettent l'accent sur la création d'une certaine solidarité sociale par des projets financés par POCU. En guise de conclusion, je peux dire que même si l'approche de GAL est basée sur la coopération, sur l'intervention de la mise en réseau de certains acteurs, à l'heure actuelle en Roumanie, c'est la direction qui est la plus faible, et qu'en réalité, tout le projet qu'on a essayé d'implémenter, c'est basé surtout sur, bien sûr, sur le développement rural, sur la création de certains projets qui viennent comme solution pour des dysfonctions du territoire. Mais peut-être qu'on pouvait mieux mettre l'accent sur, pas seulement sur la gouvernance du territoire, mais sur une certaine gouvernance des jeunes, pas des gens qui administrent ce type de structures, mais surtout sur la gouvernance de la communauté locale proprement dit, donc des jeunes. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la deuxième contribution qui, après nous avoir parlé hier du Maroc, là, vous allez passer à Barcelone sur l'influence du tourisme de masse sur la métropole.
J'insisterai sur la question du tourisme par rapport à la métropole, aux enjeux métropolitains. Et en l'occurrence, pour fuir une représentation déterministe qui veut qu'il y aurait un décalage forcément un décalage en termes de développement entre le centre et la périphérie. Alors que dans le cas de Barcelone, nous avons effectivement un phénomène de marginalité au sein même de la métropole. Et quand on parle de métropole, de quartiers centraux de Barcelone, je pense à des quartiers touristiques que l'on connaît tous, puisque je pense notamment aux plus jeunes, tout le monde a visité Barcelone une ou plusieurs fois dans la vie. Et Barcelone est, associé à un tourisme tout à fait particulier qui a été, à une image qui a été développée au fil des années à partir notamment de certains événements d'envergure internationale comme les Jeux Olympiques de 92 ou même plus en amont la Coupe du Monde de 82. Donc ça répondait à une stratégie de développement de la ville et de gestion post-industrielle de la ville et de reconversion économique de la métropole. Pourquoi peut-on parler aujourd'hui de marginalité au sein de la métropole et dans ces quartiers centraux ? Puisque aujourd'hui, nous assistons effectivement à une perte d'identité. Hier, on évoquait la question de l'identité. Car nous avons un abandon progressif des habitants traditionnels, des autochtones, entre guillemets, des quartiers populaires de Barcelone, au profit du nouveau tourisme et d'un phénomène que certains auteurs comme Patrice Ballester ont appelé la gentritouristification. Donc les quartiers centraux et en l'occurrence les quartiers populaires de Barcelone, les quartiers traditionnels, ont fait l'objet d'une emprise de la part du touriste international et aussi, si je peux me permettre, d'une nouvelle catégorie de nouveaux riches, disons, qui ont orienté leur choix d'installation dans les quartiers les plus connotés, les plus huppés d'un point de vue d'attirance touristique de la ville de Barcelone. Et cela a entraîné une sorte de changement de visage de la ville. Hier, en donnant l'exemple du Maroc, j'aurais pu citer aussi, et je m'excuse de ne pas l'avoir fait, le changement, certaines manières de restaurer les médinas, par exemple, d'une manière fonctionnelle aux touristes internationaux. Nous assistons à un phénomène parallèle au sein de Barcelone, puisque les immeubles caractéristiques de la ville de Barcelone, des quartiers populaires, je pense notamment certains aux façades, aux balcons des immeubles de Barcelone, ont changé de visage, puisque on a assisté à un phénomène de restauration fonctionnelle, notamment aux nouveaux acheteurs des immeubles, et en fonction de la reconversion des immeubles pour nourrir l'offre touristique. Une offre touristique qui est à son tour, disons, manipulée et, exacerbée en raison d'un nouveau phénomène qui est celui des plateformes, des peer-to-peer, donc des plateformes collaboratives, entre guillemets, comme Airbnb, donc une forme d'économie, soi-disant économie collaborative, mais qui entraîne un changement de visage des villes et tout ça au détriment des habitants, puisque les habitants subissent la hausse des prix, notamment des loyers mensuels, et donc cela provoque la fuite des résidents habituels de leur quartier vers les zones périphériques. Et tout ça se produit au cœur d'une métropole. Et donc j'insiste sur le volet touristique, puisque j'estime que le tourisme peut
peut être révélateur à l'heure actuelle de nouvelles fractures sociales qui se produisent autour de la Méditerranée, et notamment par rapport aux flux internationaux. On parle aujourd'hui même trop des flux des migrations, des flux de migrants, mais il faut tenir compte aussi des flux touristiques dans le cadre de la mobilité internationale. Et cela apporte des nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques au niveau de la gestion de la ville. Et en parlant de gestion de la ville, je souhaiterais arriver au point, disons, des politiques publiques que l'on peut concevoir pour faire face à ce nouveau phénomène. Et la ville de Barcelone est a joué le rôle d'un ballon d'essai par rapport à une nouvelle vision de la gestion de la ville. À partir de l'élection en 2015 de la nouvelle maire ou mairesse, Ada Colau, à la tête d'une liste Barcelona Comú qui est liée au mouvement Podemos. Et pourquoi je cite son cas? Puisque cela a déclenché une nouvelle vision de la gestion de la ville, et en étant connoté, davantage connoté du point de vue de la participation citoyenne. Et je dis ça puisque du point de vue de la méthodologie, d'abord, j'aimerais bien citer les quelques politiques publiques qu'a mis en place la nouvelle administration de Barcelone, notamment un moratoire sur les nouvelles structures hôtelières ou liées aux plateformes peer-to-peer comme Airbnb, la limitation du temps de logement à finalité lucrative, à but lucratif, et avec l'obligation notamment de la présence de l'habitant, puisque, comme vous le savez tous, selon le principe d'Airbnb et des plateformes de peer-to-peer, c'est l'habitant qui loue via cette plateforme. Et par exemple, l'une des politiques menées par Ada Colau a été celle d'obliger les touristes à louer un appartement avec l'habitant, en présence de l'habitant, dans le même appartement, pour limiter justement le temps d'installation, la présence du touriste dans l'appartement de l'habitant. Et je pourrais en citer d'autres, mais je voudrais insister et mettre l'accent sur la méthodologie. Il y a eu, comme je disais, un changement de paradigme par rapport à la gestion de la ville, et notamment à l'aide des plateformes digitales, notamment Twitter, qui a beaucoup aidé Ada Colau dans sa réussite électorale à Barcelone. Et ensuite, Twitter et les autres plateformes digitales se sont révélées une nouvelle arène de discussion au niveau citoyen, pour justement, et notamment un instrument, un outil d'implication des citoyens pour participer aux politiques de la ville et pour proposer justement de nouvelles formes de politiques publiques pour la ville. Et le cas de Decidim, qui est la plateforme effectivement mise en place par Ada Colau pour consulter son peuple, disons, est un cas exemplaire par rapport à cette question. Et d'un côté, nous avons des plateformes digitales qui implémente la discussion publique par rapport aux enjeux de la ville. De l'autre côté, nous avons des nouveaux instituts physiques comme le Consejo de Turismo y Ciudad, qui est qui est devenu une véritable agence publique, une véritable institution parallèle, au sein de laquelle les citoyens peuvent participer, en l'occurrence dans les décisions de la ville en matière de tourisme. Donc,
Tout cela pour susciter le débat, pour susciter la discussion avec vous. Hier, on parlait justement de la nécessité de se réapproprier les espaces métropolitains et urbains par le bas, donc d'une manière participative. Et moi, je pense que l'exemple de Barcelone peut être un ballon d'essai, mais peut-être un point de départ pour une nouvelle politique de la ville qui puisse se faire, je le répète, par le bas et en impliquant véritablement les citoyens d'une manière plus approfondie et plus concrète. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolo. De toute façon, si jamais on n'en était pas persuadé, depuis hier, on a bien compris que culture et tourisme sont indispensables à toute réflexion sur les territoires. Est-ce qu'il y a des premières remarques ? C'est la chaleur qui vous... Hein, ça vous stresse par rapport à hier. Hein, ça vous... Voilà. Le froid, comme me l'a fait remarquer... le froid hier suscitait l'activation des neurones. Hein, et le chaud, là, maintenant, fait une forme de cataplasme, d'endormissement. Voilà, c'est ça. Bon. Je voudrais, alors... Je vais lancer quelque chose. Donc je supplée un petit peu... à l'absence de Jacques Martin. On avait aussi, ce matin, devait aussi être présent le sénateur Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne. Mais il faut savoir qu'en ce moment, il y a un débat au Sénat sur les finances des territoires. Et donc, PLF, sur les finances territoriales. Et que donc le sénateur était obligé d'être présent en commission. Et le maire de Nogent-sur-Marne, qui est un des grands dirigeants de la métropole, doit être, je ne sais pas où, par Mont et par Vaux, pour essayer d'intervenir sur ce genre de choses. Donc, ce sont des sujets majeurs, puisque on peut penser que jusqu'à maintenant, en 18 mois, on va dire que le gouvernement a peu favorisé les finances des collectivités. On va dire ça simplement. Mais juste pour... comme c'était deux élus de la région parisienne, simplement resituer pour tout le monde l'organisation. Vous avez la ville de Paris, 20 arrondissements, 2,3 millions d'habitants, avec la tentation, comme dans l'histoire, de rajouter au fur et à mesure d'autres arrondissements, de devenir plus grands. Une métropole actuelle, dans sa définition administrative et légale, pas forcément réelle, mais administrative et légale, qui comporte la ville de Paris, plus les 3 départements qui l'entourent, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. L'ensemble faisant 131 communes, en fait 124 plus 7 qui se sont rattachées, 131 communes pour un peu plus de 7 millions d'habitants. La véritable définition de la métropole qui a fonctionné pendant une dizaine d'années, intégrait donc Paris, ce qu'on appelle cette petite couronne, les 3 départements que je viens de vous donner, plus une partie du plus le prolongement de la zone dense plus loin dans le territoire. Donc ça mordait sur un peu de Seine-et-Marne, un peu d'Essonne, un peu d'Yvelines et pas mal du Val d'Oise, les 4 départements qui forment la Grande Couronne. Et ceci représentait 10,5 millions d'habitants. Lorsque, avec Jacques Martin, nous étions les 2 sur 3 rapporteurs du projet du Grand Paris, on était à ce moment-là sur une structure de 10,5 millions d'habitants. Bon. Que le gouvernement précédent n'a pas voulu retenir. Et puis vous avez la région qui fait plus de 12 millions d'habitants et 1200 villes, quelque chose comme ça, à 50 près. Et puis vous avez une aire urbaine qui intègre en plus de la région, c'est-à-dire des gens qui vont et viennent, travaillent la plupart du temps à l'intérieur de la zone régionale et qui mordent beaucoup sur l'Oise ou sur d'autres départements limitrophes et qui rajouteraient 1 million à 1,5 million d'habitants. Le précédent président de la région
Jean-Paul Hugon voulait intégrer cette zone dans les élections. Donc voilà le schéma dont évidemment on va reparler dans la table ronde 6, puisqu'elle traite des échelles multiscalaires. Mais entre le 5 et la 6, il y a une imbrication, c'est pour ça qu'on les a mis dans le même moment. Et alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est de savoir comment cette zone dense qui dépasse la petite couronne, donc la définition métropolitaine actuelle, et qui va toucher cette zone diffuse. Mais vous savez qu'en Seine-et-Marne, c'est le plus grand département d'Île-de-France, et les 2 tiers de son territoire sont consacrés à l'agriculture. Et ça fait pourtant partie de la région Île-de-France. Donc le débat est bien celui que l'on a dit au départ. C'est est-ce que la métropole se résout à cette zone purement dense, quelle qu'en soit la définition, quel qu'en soit le périmètre que l'on fixe, ou est-ce que cette zone dense ne peut vivre qu'avec son propre voisinage, et qui l'alimente et fait une interaction avec lui. Lorsque l'avant-dernier colloque mentionné, Isabelle Laudier a mentionné hier, les 12 colloques Rencontres entreprises et territoires, auxquels Jean-Charles Sida, Denis Divert ont fortement contribué, l'avant-dernier portait sur les villes moyennes. Et dans les villes moyennes, il y avait des maires très importants et le premier vice-président de l'Assemblée des villes moyennes en France, il nous avait expliqué les villes moyennes. Alors on ne sait pas si on démarre entre 10 000 et 20 000 et on va plus ou moins jusqu'à 100 000, parce qu'après on commence à rentrer dans une zone assez importante. Bon. Et il nous avait expliqué que en fait, ces villes moyennes, elles-mêmes avaient des aires d'influence qui, selon les espaces, allaient de 30 jusqu'à 80 km. Et que donc c'était ces aires moyennes qui étaient les relais d'une métropole à l'autre. Je donne juste le... Voilà. Et c'est dans ce sens-là que se pose le sujet des territoires périphériques. Et donc aussi le traitement qu'on leur réserve. Parce que les zones périphériques, on y va comme dans Barcelone, parce qu'on ne peut plus habiter la ville centrale. Parce que par exemple à Paris, où vous avez que des loyers très chers, ou bien la maire se débrouille pour n'avoir qu'un traitement dit social du logement dans les arrondissements dont elle est sûre de pouvoir gagner à la fin, et qui lui envoie le plus de conseillers de Paris au Conseil de Paris. Voilà. Bon, mais la situation est bloquée. Bien. Donc les gens ne peuvent plus habiter à Paris, donc ils vont de plus en plus loin jusqu'à des temps de transport d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie par trajet, donc multiplié par 2 à chaque fois. Donc, ou en voiture, ce qui pose un problème supplémentaire. Donc il y a ce problème de mobilité, il y a ce problème de service, d'accès aux mêmes services. Pour avoir accès aux mêmes services, la famille doit avoir 2 voitures ou quasiment, donc ça remultiplie les problèmes. Et évidemment, le développement de ces zones économiques. Donc dans tous les mouvements que l'on entend, il y a cette idée de traitement de l'inégalité entre ces zones périphériques et ces zones centrales. Et c'est bien le sujet que l'on a mis en avant aujourd'hui et que tous les deux, vous avez traité sous 2 angles différents, mais qui font partie du dossier global. Merci. Donc juste pour la première intervenante, elle nous a parlé effectivement d'un cas particulier d'égal et donc j'ai remarqué que dans sa présentation, on avait une descente, enfin on avait un système de top-down. Alors que dans son titre, si ma mémoire est bonne, elle dit initiative des... Ah, pardon, je lis mal. Initiative communautaire de type rural. Ce qui tente à faire penser que les initiatives partent d'en bas. C'est-à-dire qu'on est dans du bottom-up. On est d'accord ? Oui. Il y a une contradiction dès le départ. Vous avez bien suggéré le fait qu'il y a vraiment une réelle contradiction en ce qui concerne cette approche. Donc le principe du leader, c'est de voir le territoire de bas en haut. Mais en Roumanie, ces structures ne sont pas légiférées. Donc elles fonctionnent comme unité territoriale d'implémentation, mais elles sont seulement des associations volontaires. Et l'action de l'État est toujours présente. C'est pour cela que même le financement qui est venu n'est pas venu seulement du programme LEADER, mais à l'aide d'un autre programme au niveau national. Il s'agit du plan de développement rural. Donc,
c'est pour cela qu'on n'a pas réellement de très forte collaboration en ce qui concerne la poursuite de ces partenariats publics-privés et d'avoir réellement une décentralisation du territoire. Et du coup, je vais rebondir en me disant, OK, il me semble bien que la Roumanie faisait partie, il y a bien longtemps, hein, du bloc de l'Est, où on appliquait normalement le système du plan. C'est bizarre qu'on en arrive actuellement, après la fameuse transition, à oublier complètement le plan et avoir uniquement quelque chose qui descend de l'Union européenne et qui s'applique au territoire sans une participation réelle, non seulement du gouvernement, parce qu'on a vu dans vos chiffres, on a 630 millions, dont simplement quelques millions, moins d'une centaine, donnés par l'État roumain, et le reste étant donné par l'Union européenne, et pas de stratégie réelle qui soit une stratégie à long terme, et on a l'impression qu'on vit au jour le jour, notamment parce que vous nous dites, oui, on arrive avec du partenariat privé-public, ou public-privé comme vous voulez, mais dont on ne voit pas les objectifs réels. Oui, tout à fait en marche. De toute façon, c'était une... Oui, allez-y. C'était une partie aussi des... Oui, tu te passes le micro juste après. C'était une partie des interventions hier après-midi où tu nous avais lâché pour mieux revenir ce matin, hein, bien sûr, où les intervenants avaient bien montré qu'on ne pouvait pas se passer de l'intervention, d'impulsion de l'État, mais qu'il fallait évidemment favoriser tout ce qui partait des acteurs locaux. Voilà, madame. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis chercheur au laboratoire environnement, ville et société de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne et professeur d'économie sur le campus stéphanois et lyonnais. Donc effectivement, je voulais rebondir sur la présentation au niveau de Barcelone, puisque par exemple au niveau de Séoul, en Corée du Sud, on a constaté ce même phénomène. C'est-à-dire qu'effectivement, avec une croissance accrue au niveau de cette ville, on a eu une augmentation de l'activité économique, mais cela a creusé des disparités au niveau de la ville même. Et donc les pouvoirs publics ont décidé de mener à titre expérimental une politique publique pour favoriser justement, pour limiter, en fait, pour lutter contre ces disparités et contre la marginalisation des citoyens qui ne rentraient pas dans ce mouvement de dynamique économique créé par la globalisation et par la croissance économique. Donc ils ont mis en place des maisons de l'habitat coordonnées par des citoyens sur des thématiques économiques, sociales et solidaires dans le domaine de la culture, de la santé, de l'éducation, pour limiter ce fossé entre justement les parties prenantes finalement de l'activité économique même de la ville et la population qui vit au milieu de toute cette effervescence. Donc voilà, donc c'était juste pour dire que il y a d'autres moyens de gouvernance multiscalaire, notamment par le biais de l'économie sociale et solidaire, qui soutient des dynamiques bottom-up avec la participation des citoyens en lien avec les politiques publiques locales et les acteurs locaux du territoire, entreprises et associations, pour maintenir des emplois au niveau du territoire et développer une dynamique qui consiste à lutter contre ces disparités qui sont accrues par le phénomène de globalisation. Voilà, donc effectivement, au niveau de la Roumanie, c'est en phase de lancement et finalement, c'est mis en place par des associations, comme vous l'avez dit, dans des secteurs comme l'agriculture, je suppose. L'activité économique qui est prêtable dans les milieux ruraux. Et Voilà. L'agriculture, c'est la base. Donc effectivement, c'est un secteur d'activité économique
qui se prête bien à la participation des citoyens et notamment à l'économie sociale et solidaire. Et le souci, c'est que c'est un souci et à la fois un avantage, c'est qu'étant donné que c'est une dynamique bottom-up, il y a beaucoup d'acteurs et donc il faut coordonner tout cela et cela met du temps. Donc c'est vrai qu'au niveau de la table ronde suivante, on vous parlera de l'initiative française des pôles territoriaux de coopération économique où en France on a essayé de légiférer un petit peu parce que c'est la culture française. Voilà. Donc je vous remercie. Pour simplement rebondir à vos considérations, en fait, je ne connais pas le cas de Séoul, bien évidemment, mais la question des acteurs locaux et notamment des institutions locales redevient centrale à l'heure actuelle, et même à l'échelle européenne, avec les multiples crises politiques qui se sont produites au fil des années, l'acteur ville, les métropoles et d'autres phénomènes urbains reacquièrent une certaine centralité politique, notamment par rapport aux choix menés pour l'aménagement de la ville et pour la gestion, en l'occurrence, du tourisme. Et je tiens à souligner, par exemple, le fait que plusieurs villes en Europe, notamment dans le sud de la Méditerranée, se sont rassemblées pour faire face en commun à un problème comme le tourisme de masse, et des villes comme Barcelone, mais aussi Lisbonne, Venise, qui est aussi la grande sacrifiée du tourisme de masse à l'heure actuelle, ont créé un réseau qui s'appelle la RED, la RED de Ciudades ante la Turistificación, c'est-à-dire le réseau de la Méditerranée, des villes de la Méditerranée contre le tourisme de masse, et donc pour trouver des solutions en commun pour faire face à des flux touristiques qui sont sans précédent à l'heure actuelle, non seulement à cause de la mondialisation, de la globalisation, comme vous dites, mais aussi à cause de la montée en puissance d'un modèle économique qui est celui du low cost, qui a engendré des dégâts, disons, qui a créé des dégâts dans nos villes méditerranéennes. Oui, une seconde. Juste un tout petit additif sur Séoul. Séoul, je vous le dis comme ça, c'est un cas passionnant. D'abord, c'est situé très près de la frontière, zone de délimitation entre les deux Corées, 70 km. Deuxièmement, l'agglomération de Séoul, c'est quasiment la moitié de la Corée du Sud, qui est dans les 10 premiers pays mondiaux. Troisièmement, Séoul, se veut la porte nord de l'entrée de la Chine. Et quatrièmement, Séoul s'est donné comme objectif d'être la ville technologique mondiale. Vous reliez le 3 et le 4. Et cinquièmement, enfin, c'est le modèle de la maire de Paris qui veut absolument avoir son passage piéton qui traverse la ville, comme les maires précédents de Séoul ont réussi à le faire autour d'une petite rivière. Donc vous voyez, c'est une ville particulièrement intéressante. Je passe la parole. Et tant que j'y suis, si je puis me permettre, il y a un sixième sujet qui est que la ville de Séoul se veut aussi une des grandes capitales de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils ont créé effectivement le Global Social Economy Forum. Rapidement, je vais me présenter, puis je vais poser quelques réflexions. Ça m'évitera de le faire tout à l'heure. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Poulneau, je suis ici aujourd'hui en tant que vice-président de ESS Forum International, qui est une sorte de Davos de l'économie sociale et solidaire, et je suis ici aussi en tant que membre du co-secrétariat, accrochez-vous, du groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire auprès de l'Organisation des Nations Unies. Ça y est, j'ai réussi à le dire, merci, c'est bon, je ne le dirai plus. Territoire, ville, moi ça m'interroge sur d'autres, ça m'interroge de manière prospective, et puisqu'il y a des chercheurs, puisqu'il y a des étudiants dans la salle, un vrai sujet de réflexion, c'est
c'est quoi un territoire demain à la lueur de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la révolution numérique. Alors, la révolution numérique, c'est la fibre optique qui se développe dans un pays comme la France, donc un accès facilité aux données. Après, il y a la problématique de je fabrique moi-même avec des imprimantes 3D. Une imprimante 3D aujourd'hui, ça vaut 2000 €, même pas, hein, on peut commencer à faire des choses. C'est qu'est-ce qui se passe avec les questions du covoiturage, du déplacement dans les grandes villes. Quid du télétravail et quid d'une mutation du salariat vers une autre forme de travail. Et je crois que tout ça, ça a des impacts non seulement sur ce qui peut se passer dans une ville, et évidemment dans tout ce qui va se passer dans sa périphérie. Alors moi je crois que c'est un vrai sujet prospectif qui permettra peut-être de redessiner les territoires et avoir un impact sur toutes nos réflexions. Et se pose après évidemment d'ailleurs derrière la question de finalement, et ces territoires, ils sont pilotés comment, ils sont gouvernés comment, c'est quel modèle de gouvernance, quel modèle économique, social et environnemental. Mais je voulais rebondir sur ce que vient de dire M. Poulneau, parce que ça m'est venu comme ça, subitement en l'écoutant. Pourtant, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps. Qui doit dessiner le territoire de demain? Et si je dis ça, c'est parce que toute petite anecdote rapide. En Corse, quand on n'a pas d'âne pour dessiner le tracé d'une route, on prend un ingénieur. Voilà. Bonjour, donc c'est une simple question de curiosité tout scientifique pour M. Piccolo. Par rapport justement à cette perte d'identité de la ville de Barcelone, à cette marginalité, si vous voulez, au sein de la métropole. En fait, je ne sais pas si dans vos travaux, vous avez analysé un petit peu l'impact de cette perte d'identité sur l'activité touristique elle-même, impact aussi bien du côté économique ou social. Et d'après vous, quelles sont un petit peu les perspectives? Est-ce qu'il y a un nouveau dessin sur les territoriales qui se précise ou pas? Merci. Merci pour vos questions. En fait, disons que la nécessité de proposer un nouveau modèle de développement, donc de faire en sorte que Barcelone devienne une ville post-industrielle, et donc une ville d'envergure internationale, a, si l'on veut, exacerbé une certaine identité de Barcelone qui est autre que celle perçue et intériorisée par les habitants des quartiers populaires. Puisque au fil des années, on s'est toujours aperçu d'une manière de voir Barcelone, une Barcelone de la coolitude, je dirais, qui a été associée à la fois à des équipes de football, à la fois à des gros événements, comme je le disais tout à l'heure, comme les Jeux Olympiques, et aussi à une, comment dire, même à une certaine vision de la vie, à une vision plutôt libertine aussi des relations sociales. Et donc c'était l'image qu'a dégagé Barcelone au fil des années. Et donc c'est ça en fait l'identité que l'on peut apercevoir à propos de Barcelone via les activités touristiques. Parce que toutes les activités, je ne voudrais pas parler en termes absolus, mais l'image touristique qui a été offerte à propos de Barcelone, ça correspond à ça en fait, à une image plutôt cool, une image qui va dans le sens des plus jeunes, donc qui est plutôt orientée vers un tourisme de masse, un tourisme en quête de liberté, de détente, disons. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question par rapport à l'identité, disons, touristique, si c'est bien ça. Par rapport à l'impact économique, c'est-à-dire est-ce que l'activité touristique a été influencée par cette perte d'identité? En fait, non, puisque l'impact économique, on a constaté une forte croissance économique. Donc l'impact a été plutôt positif d'un point de vue, comment dire, quantitatif.
Voilà, puisque on a constaté, on a assisté à une progression des chiffres liés au tourisme, puisque justement c'était le résultat d'une politique de promotion d'une certaine image de la ville qui s'est accompagnée à des dynamiques d'ouverture économique, de libéralisation par rapport, par exemple, au logement et aux structures hôtelières, et surtout à une promotion, à des campagnes marketing, surtout dans les 30 dernières années, qui ont affiché une image d'ouverture et de coolitude par rapport à Barcelone, au sujet de Barcelone. Donc oui, l'impact évidemment a été positif, mais au détriment disons, de l'identité la plus pure des quartiers populaires et des communautés locales. Alors, par rapport à la thématique du tourisme à Barcelone, moi je viens d'un pays du Sud où je suis, comme tout le monde, influencé par mon environnement. Alors mon environnement, c'est beaucoup d'économies, de pratiques informelles, mais qui ont tendance avec la dynamique économique d'être plus ou moins reconnues. Alors par rapport à la question de Barcelone, cette dynamique territoriale qui est à l'œuvre est très complexe. Et j'ai peur qu'il y ait des choses qui ne soient pas encore analysées, vues, comprises. Par exemple, tout ce qui concerne l'habitat ou la location des maisons, je pense que ça relève de l'informel. Et comment cela est-il analysé, comptabilisé? Est-ce que c'est suivi? Ça me rappelle un petit peu la ville Souera où il y a une vingtaine d'années, ce genre de pratique avait commencé, où beaucoup de personnes, de familles louaient leur logement pour les touristes nationaux et internationaux. Et jusqu'à présent, ce sont des pratiques qui ne sont pas reconnues. Alors la mondialisation maintenant, avec le phénomène BNB, etc., Airbnb a rattrapé les choses. Et est-ce que dans la ville de Barcelone, est-ce que ces phénomènes sont analysés? Parce que c'est un chantier très important dans la compréhension de la science économique. Merci. Justement, c'est bien ça le problème. C'est le fait que, notamment dans une ville comme Barcelone, nous avons un phénomène de passage, de transition entre l'informel, comme vous venez de le décrire, par rapport à votre expérience, à votre pays de provenance, au formel, à l'institutionnel, entre guillemets, puisque le phénomène de la location chez l'habitant, tout simplement, a été finalement englouti par des réseaux officiels qui sont devenus désormais officiels, qui sont devenus désormais pratiques quotidiennes, telles que les plateformes peer-to-peer, qui sont devenues effectivement des acteurs économiques de grande importance et qui, par contre, posent des problèmes au niveau justement de la gestion de la ville et des flux touristiques qui se concentrent autour des mêmes quartiers. Le débat autour d'Airbnb a concerné aussi la ville de Paris et concerne toujours la ville de Paris. Et il y a d'autres métropoles, si je ne me trompe pas, notamment Berlin, qui ont décidé pour un moratoire sur la possibilité qu'Airbnb puisse s'implanter dans ces quartiers. Donc ça, après la question de ces pratiques informelles, comme vous le dites, ça change en fonction de la culture du pays et des traditions du pays. J'imagine que, par exemple, hier, en parlant du cas du Maroc, et j'avais parlé de certaines initiatives de tourisme solidaire qui correspondent à peu près à ce que vous dites par rapport à la location informelle,
puisque c'est bien évidemment encouragé par des agences de voyage solidaires, certains acteurs de l'associatif, mais au final, il s'agit de promouvoir cela. Donc, une rencontre véritable entre l'habitant et tout ce qui va avec, donc la culture locale, les habitudes locales et l'exigence du touriste, je dirais solidaire, de connaître, de découvrir certaines logiques locales. Ce qui n'est pas du tout le cas du tourisme de masse que l'on peut constater au sein des villes, au sein de métropoles telles que Barcelone, par exemple, où l'informalité, disons, cache, décèle une certaine neutralité aussi culturelle, une certaine, une certaine dynamique aseptique, puisque c'est l'un des conséquences les plus nuisibles de la mondialisation au final. C'est l'aseptisation des relations, et en l'occurrence des relations entre, pour utiliser des expressions, pour le cas de l'Espagne, des anfitriones, donc les maîtres des lieux, et les invitados, donc les touristes, les invités. Et donc, c'est ça, l'enjeu est de rééquilibrer la relation, le point de rencontre entre ces deux acteurs qui, à l'heure actuelle, sont devenus très malsains, en fait. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je connais Mohamed de l'Institut des études africaines de Rabat. Je m'excuse, je suis venu en retard. Juste, j'aimerais partager une réflexion avec vous parce que, dans un premier temps, et vous le savez très bien, quand on réfléchit sur l'économie territoriale plutôt, il faudrait prendre garde de ne pas dissocier les échelles, c'est-à-dire le mondial, le national et le territorial, parce qu'ils s'interpénètrent d'une manière mutuelle et ainsi de suite. Tout ce qui se passe au niveau mondial a des résonances au niveau territorial, ça on ne le sait que trop. Moi j'aimerais, tout en partant de l'expérience des pays africains, parce qu'on est en plein débat, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de développement territorial par le biais de la déclinaison des politiques qui émanent de national. Donc comment investir dans la réduction des inégalités territoriales via une bonne gouvernance territoriale. Ça, c'est un enjeu majeur en Afrique. C'est-à-dire, ça dépend de la capacité des acteurs locaux à capter les projets qui viennent d'en haut, qui sont des projets émanant de l'État. Parce que nous assistons à l'émergence d'un État stratège en quelque sorte. C'est un État porteur de vision, mais pourvu que cette vision soit partagée et profite à tous les acteurs territoriaux. Et là, il y a des acteurs, quand on mobilise par exemple le cas de Maroc et le cas d'autres pays africains, il y a des acteurs qui arrivent à en profiter de la dynamique, tout simplement parce qu'ils ont une bonne gouvernance territoriale, ils sont mieux outillés, territorialement parlant, institutionnellement parlant, pour tirer profit de cette initiative nationale. Il y a d'autres acteurs qui n'arrivent pas, et donc ces inégalités restent en l'état en quelque sorte. Deuxième élément, c'est par rapport à la création de nouvelles ressources. Là, la première catégorie de raisonnement par rapport au paradigme d'allocation de ressources. Donc tout ce qui se passe au niveau national, en principe, il faudrait qu'il y ait une espèce d'économie de ruissellement. Deuxième élément, par rapport à la capacité des acteurs territoriaux à créer de nouvelles ressources. Donc, aussi, c'est question aussi de gouvernance territoriale, et c'est là on peut parler d'économie sociale et solidaire, la valorisation de tout ce qui est savoir-faire locaux, tout ce qui est ressources spécifiques, et j'en passe. Troisième volet, c'est par rapport à la participation. Mais pourquoi faire ? C'est vrai que quand on parle de la gouvernance territoriale, ça nécessite une implication étroite des acteurs de la société civile. En Afrique, on est aussi en plein là-dedans, en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'on donne énormément de pouvoir parfois aux collectivités territoriales, aux acteurs territoriaux, mais ils ne savent pas quoi en faire, en quelque sorte. Parce qu'ils n'ont pas les capacités, pour reprendre le vocabulaire d'Amartya Sen, pour en faire un bon usage. Donc la participation, oui, mais il faudrait pas qu'il soit une fin en soi. La participation pour générer de développement territorial et j'en passe. Merci. Je peux juste compléter. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de territoire, on a parlé de gouvernance, et là, on vient de sortir un terme relativement intéressant qui est celui de la capacité, entre guillemets. Et quand on regarde et le problème roumain et le problème barcelonais,
on se dit que finalement, on s'adresse, et même le problème français, puisqu'on le regarde avec les Gilets jaunes, on s'adresse à des personnes qui apparemment ont des comportements, entre guillemets, qu'on n'arrive pas à gérer. Un territoire, c'est d'abord, enfin, même si c'est un réceptacle, mais c'est d'abord un lieu de production de richesses. Si les personnes pour qui ces richesses sont censées être produites se rebellent contre la manière dont ces richesses sont produites, qu'est-ce qu'elle proposerait? Et là, je m'adresse à ma chère collègue Myriam. Qu'est-ce qu'elle proposerait à la place, ou si vous préférez, c'est pourquoi je parlais déjà, j'acceptais le terme de capacité, c'est-à-dire, je ne vais pas paraphraser le général de Gaulle en disant quelle est la capacité du peuple à pouvoir proposer quelque chose de cohérent qui soit à son profit. C'est-à-dire quand on voit l'émiettement, par exemple au niveau des Gilets jaunes, des propositions qui sont faites et qui sont toutes contradictoires, comment on se débrouille pour, en tant que gouvernant, au niveau local, au niveau national ou au niveau plus haut, européen ou mondial, comment on se débrouille pour pouvoir recadrer tout ça et apporter quelque chose qui soit utile, puisque finalement le territoire, c'est d'abord, revenons à Rousseau, un contrat social. Est-ce que le contrat social doit être pensé par la multitude ou est-ce que les élites ont totalement disparu? Merci, je remercie vraiment pour ces interventions très pertinentes. Mais je souhaiterais dire tout simplement que je vais faire une communication qui va essayer, tenter de répondre à tout ce questionnement, particulièrement dans les pays du Sud. Donc, c'était juste pour soulager les deux orateurs, pour dire que ces questions-là vont être traitées à la table ronde numéro 6. Je voudrais apporter un autre élément. En 2002, je cherchais l'année, de 2001 ou 2002. En 2002, lorsqu'il a été élu maire de Paris, Bertrand Delanoë a fait office là de vrai politique parce qu'il a estimé que ce n'était plus possible pour Paris de vivre dans sa tour d'ivoire et de dicter sa loi au reste du monde, en tout cas le reste du monde proche. Et il a chargé l'un de ses nouveaux adjoints au maire de l'époque, Pierre Mansart, syndicaliste FO, Force ouvrière à la Poste, élu dans, je ne sais plus, c'est le 19e ou 20e arrondissement, quartier populaire de l'Est de Paris, d'aller trouver tous les maires, d'abord de la première périphérie autour, puis plus loin, quel que soit le parti politique, et de leur proposer de faire une réflexion globale sur l'établissement d'une métropole, ce qui a donné lieu à la création de quelque chose de totalement informel, la conférence métropolitaine. Et ça a donné naissance, quelques années plus tard, à un syndicat d'études des collectivités de cette aire métropolitaine, 10,5 millions d'habitants dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui ont fonctionné sur un système complètement différent des parlements ou des assemblées, c'est-à-dire que les présidences ont été tournantes en fonction des 4 grands groupes politiques, que chacun s'est mis à écouter les autres, que chaque fois qu'un président a cédé la place à un autre, comme Jacques Martin l'a fait à un moment donné, puisqu'il en a été l'un des présidents, il a dit à chaque fois qu'il avait énormément appris de l'écoute des autres. Et ainsi, c'était l'antithèse de ce que l'on voit à l'Assemblée nationale sur les questions orales du mardi et du mercredi, de l'affrontement de jeu et clanique, d'accord ? Et donc, dans ces problèmes de gouvernance, lorsque vous partez sur cette base de raisonnement différent, c'est une pièce à verser au dossier. La seule différence, c'est que le syndicat Paris Métropole ne levait pas l'impôt et que donc il y avait un moment donné où le conflit n'apparaissait pas puisqu'il n'y a pas la puissance de l'impôt.